Aujourd'hui, au podcast ordinaire, je rencontre Philippe Gauthier, qui est un exemple de résilience incroyable, qui a connu le succès vraiment très jeune dans sa carrière et qui a par la suite tout perdu en se lançant dans un premier start-up. C'est vraiment pour moi une entrevue qui a été passionnante de voir à quel point, au contraire des jeunes qui habituellement ne réussissent pas, travaillent fort, réussissent, de son côté, c'est le contraire. Commence en réussissant très jeune, tente des choses, échoue, perd l'ensemble de ce qu'il possède pratiquement pour ensuite recommencer et recommencer. Pour moi, c'est un exemple de résilience incroyable. L'entrevue est percutante, vous allez voir. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com, qui est une entreprise familiale de vente au détail. On y retrouve vraiment de tout. Quand on va faire un tour là-bas, c'est à Rawdon, exactement la boutique. Dans le fond, Liquidation 125 achète de plusieurs grands détaillants à travers le Québec. Et vous pouvez retrouver de l'électronique, des meubles, des vêtements pour vos enfants, des jouets, des décorations, des meubles. Il y a tellement de différentes choses que vous pouvez retrouver sur place au meilleur prix sur le marché. Et dès maintenant, vous pouvez commander sur liquidation125plus.com pour directement vous faire livrer chez vous, n'importe où à travers le Québec. Un très grand merci à notre sponsor du podcast d'aujourd'hui, liquidation125plus.com. Philippe Gauthier, un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui sur un podcast pas ordinaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ben pareillement, merci beaucoup. Super apprécié. Puis dans le fond, t'as-tu déjà fait des podcasts en passé un peu? Non. Bon, fait que c'est une première pour toi aujourd'hui. Oui, comme tu disais, tu es habitué de toi parler, faire des entrevues pour Chasseurs de tête. On va en parler plus tard. Aujourd'hui, c'est moi qui t'interview. Puis le podcast pas ordinaire, pourquoi on l'a appelé comme ça, c'est on reçoit des gens qui sont pas ordinaires, des gens qui ont des passés un petit peu atypiques ou juste qui ont une histoire à raconter. Puis moi, je m'attarde beaucoup à ça. Mon objectif, c'est vraiment de parler un peu plus du passé. Oui, ton présent m'intéresse énormément, mais je veux qu'on comprenne un peu le personnage de où tu viens de ce côté-là. Fait que je commence toujours par la base. Puis moi, ben, j'ai Max qui est là en arrière, qui fait plein de recherches pour moi, qui fait plein de belles questions. Puis des fois, il écrit des affaires, puis je suis pas trop sûr si je peux dire ça. T'es né dans la ville, une des villes les plus pauvres de la Rive-Sud. Ben, je suis pas né dans la ville. T'as grandi à Saint-Amable. J'ai grandi à Saint-Amable. Ben, en fait, mon secondaire, là, okay. Puis la fin du primaire là, ouais, okay. À Saint-Amable. Mais à la base, je suis né dans Charlevoix, okay. À Saint-Tite-des-Capes, un petit village, okay. Encore plus petit que Saint-Amable. Peut-être pas plus riche. Non, d'après moi, pas mal égal. Puis, okay. Donc, c'est ça. Fait que j'ai grandi là-bas, mais en même temps, j'ai déménagé comme une dizaine de fois avec mes parents. Donc, tu sais, j'habitais en Ontario, j'habitais à Toronto, je suis déménagé dans les Laurentides, à Saint-Hippolyte, Bellefeuille, etc. Ouais, exact. Des raisons particulières qui demandent ton déménagement? Pas nécessairement. Mon père, écoute, les premiers déménagements, oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs au Québec dans les années 80. Il y avait un gros crash et tout. Fait que mon père dit, ben regarde, on s'en va en Ontario et tout. Mon père est mécanicien machine fixe de profession. Okay. Donc, tu sais, il a bougé. Mais après ça, je pense que c'était pour des raisons personnelles. Il aimait bien changer d'endroit et tout ça, un peu plus nomade. Et, okay. Ouais. Parfait. Voilà. Je me reconnais un peu quand justement j'ai des questions comme ça. Tu sais, je fais un bon portrait. Puis c'est là que des fois, je vais retrouver des petits truc de mon passé à moi, de ma jeunesse. Puis je vois qu'à 13 ans, tu avais déjà comme une volonté de te lancer probablement en affaires dans le futur. Ouais. Moi, à 13 ans, je suis au secondaire. Il n'y a rien d'autre que je vois que comptabilité-gestion pour avoir un jour une business. Je vois rien d'autre. Ouais. Toi, ouais. Qu'est-ce qui t'ouvre les yeux sur l'envie de faire des affaires, de faire de la business quand tu as 13 ans, puis qu'habituellement, à cet âge-là, ben, on tripe ses filles, puis on apprend... Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ouais. Mais à ce moment-là, je tripe pas sur l'école. OK. Je trouve ça lent, je trouve ça plate. Je comprends pas vraiment pourquoi je suis là. Tu sais, mon père, il a une job régulière comme fonctionnaire, etc. Ma mère est à la maison et tout. Fait qu'il n'y a pas personne qui me parle de business à part mes oncles. Okay. Parce que j'ai des oncles qui sont très entrepreneurs. J'ai un oncle à Québec qui avait une business avec une 50aine d'employés, tout ça. Fait que ses affaires roulaient bien. Okay. J'avais un autre oncle aussi qui, lui, était banker, il était dans le business et tout. Fait que, tu sais, je voyais le côté business, je trouvais ça attirant, je trouvais ça le fun. Fait que, tu sais, dans ma tête de 13 ans, j'étais comme, ben, tu sais, ça sert à quoi d'aller à l'école quand je peux, comme, partir ma business tout de suite? Okay. T'avais-tu, excuse-moi de t'interrompre, vas-y. déjà une espèce de... Moi, j'ai toujours eu de la misère avec l'autorité. Oui. T'avais-tu quelque chose comme ça au secondaire que le prof, c'est comme, tu me gosses? Ah oui, 100%. La TES et compagnie. Y avait-tu déjà un petit quelque chose dans même que tu faisais comme, moi, je veux être propriétaire de mon entreprise, je veux gérer mes trucs. Tu sais, c'était-tu quelque chose comme ça qui t'attirait vers ce monde-là ou c'était tout simplement juste que c'était un secteur, peut-être pour l'argent, peut-être pour whatever, genre, y avait-tu quelque chose dans ta personnalité que tu sais qui faisait que les affaires s'étaient faites pour toi? Bien, c'est sûr que
t'es à l'école, puis on te dit, bon, ben regarde, là, aujourd'hui, là, on va s'asseoir toute la journée, puis on va prendre des sujets qui nous intéressent pas vraiment. Fait que, tu sais, à la base, j'étais pas un élève problématique, mais j'étais quand même assez turbulent parce que je m'emmerdais. Donc, tu sais, j'essayais de trouver des trucs, je lançais des effaces au plafond, etc. Fait que c'est sûr que les profs, ils me tripaient pas dessus, ça, c'est clair. Puis à la limite, ben, tu sais, aussi, en même temps, ben, tu sais, j'ai un peu de TDAH, fait que un peu, je rêvasse un petit peu, fait que je suis dans la classe, puis la majorité du temps, je regarde par la fenêtre. Fait que c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, les profs étaient comme, ben, à un moment donné. Puis dans ce temps-là, les pilules pour les jeunes TDAH, etc., ça n'existait pas vraiment. Fait que, tu sais, nous autres, écoute, on faisait avec ce qu'on avait, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, moi, là, je veux partir en affaires, puis mon père, c'était mécanicien, machine fixe, mais aussi, c'est lui qui réparait toutes les autos à la maison, puis etc. Puis elle a tout le temps cours à scrap à côté. Parce qu'à Saint-Amable, c'est le royaume de cours à scrap. Il y a à peu près 8 cours à scrap, je sais pas quoi. Puis son ami Mario, lui, il y avait NJ Recyclage. Puis, tu sais, je voyais qu'il roulait. Puis des fois, je voyais des liasses de cash parce que là, tu sais, il vendait des pièces. Puis tout ça. Fait que j'étais comme, dude, man, c'est quand même nice. Là. Puis là, je le voyais dans sa journée. Ça avait de l'air le fun. Fait que je dis, je vais acheter sa cour à scrap. Tu sais. Je suis allé voir mon père. Je dis, écoute, j'ai eu de l'argent un peu pour ma fête, etc. Tu sais, dans ma tête de 13 ans, toujours. Là, c'est pas l'année passée. Fait que je suis comme, je vais acheter sa cour à scrap. Fait que mon père me dit, ben oui, vas-y le voir, c'est correct, tu sais. Puis, va y faire une offre. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, il me fait, tu sais, je fais une offre, c'est ça, je vais te payer, puis tout. T'sais. Fait que là, il trouvait ça bien drôle, mais finalement, bon, évidemment, ça s'est pas fait. Mais moi, j'étais comme décidé. J'ai dit, là, moi, je pars en business, tout ça, je lâche l'école. OK. Fait que t'as lâché l'école. Ben, je pouvais pas. Fait que là... Fait que t'as fini ton secondaire 5 diplômé. Non, mais dans le sens où, oui, mais je veux dire, je pouvais pas à 13 ans lâcher l'école. Je comprends. Fait que là, mon père m'a dit, OK, parfait, Phil. Mais, il a bluffé. Il m'a dit, je vais t'envoyer chez ton oncle en Floride. OK. Tu vas aller faire des clôtures là-bas. Tu vas travailler là tout un été. Puis après, si tu veux pas retourner à l'école, c'est correct. On va... Mais c'était pas vrai, mais tu sais. Fait il m'a envoyé en Floride chez mon oncle qui avait une compagnie de clôture. OK. Puis en Floride, il fait comme 100 degrés Fahrenheit, comme l'été, tout le temps. Okay? Puis c'est super humide. Fait que c'était vraiment tough. Honnêtement, là, à 13 ans, je sais pas si tu sais, là, mais moi, à 13 ans, je pesais peut-être quoi, 110 livres, 115 livres, je sais on pas. se reconnaît là. C'était quand j'étais vraiment chétif, j'avais aucun muscle. Puis voilà, ben, c'est un peu ça qui a déclenché, je te dirais. Là, il voulait un peu me casser, entre guillemets, dire, OK, tu penses que t'as pas besoin de l'école, puis que t'es correct, puis là, t'es prêt à partir d'une business, tu sais, mets-toi le doigt dans l'œil, parce que tu vas voir c'est quoi. J'aime ça. Et j'interromps l'épisode une petite seconde pour vous dire que, en terminant l'enregistrement du podcast avec Philippe, on avait commencé à discuter d'un sujet de lui avec son oncle en Floride. Et malheureusement, on n'a pas assez été en profondeur dans ce sujet-là, qui est quand même un moment marquant de sa jeunesse, avec des histoires assez loufoques. Donc, on était un petit peu déçus, donc on s'est dit, garde, on va se rappeler. Donc, j'ai rappelé Philippe sur Zoom pour une autre entrevue directement sur ce sujet-là. Donc, je vous mets l'extrait dès maintenant. Bon, tu es allé en Floride, travailler avec ton oncle, travailler dans les clôtures, mais je pense que ce moment-là, on a parlé un petit peu trop rapidement parce qu'il s'est passé quand même des choses que tu voulais nous raconter, je pense. Oui, puis c'est drôle parce que sur le coup, ça n'a pas sorti, tu sais. Puis après, quand j'en ai reparlé avec Max, il me disait, hey Phil, il dit ça, c'est fou comme histoire. Puis souvent, tu sais, quand on n'a pas de recul, tu sais, c'est nous qui l'avons vécu, on trouve ça comme un peu plus normal, tu sais. Oui. Je suis content de pouvoir préciser ça parce que c'est un point qui a carrément changé ma vie puis qui a changé ma perspective. Parce que, tu sais, quand mon père m'a envoyé en Floride, il a dit à mon oncle, il dit, écoute, le jeune, il veut pas aller à l'école, il a 13 ans, il veut partir sa business, tout ça. Il dit, il faut le casser, il faut trouver quelque chose. Il dit, moi, j'ai plus de question. Il dit, tu sais, fais quelque chose. Puis mon oncle en Floride, il avait une compagnie de clôture. C'était un rough and tough. C'est un gars qui a travaillé fort toute sa vie, puis qui en a bavé. Il est parti du Québec, il est arrivé en Floride. Écoute, il dormait sur les bancs de parc, sur le bord de la beach et tout ça. Puis il parlait pas un mot anglais. Il venait de Charlevoix. Fait que c'était un gars qui parlait juste français. Fait que il a tout appris l'anglais. Après ça, il a monté des échelons, puis il a parti sa business. Tout ça, fait que c'est un gars qui l'a eu tough. Puis qui est tough, style armé puis tout ça. Fait que quand je suis arrivé là-bas, écoute, première soirée, je suis arrivé à 11h le soir, c'est la première fois que je prenais l'avion, petit garçon de dans ce temps-là, on prenait pas l'avion, j'étais comme le seul de ma classe qui avait pris l'avion, c'était exceptionnel, puis je pensais un peu... Tu allais tout seul? Oui, tout seul. Mon père est parti à l'aéroport, puis il a dit, OK, là, tu prends l'avion, puis il y avait juste comme
une agent de bar qui était là pour m'escorter, mais tu sais, fait que c'était quand même intimidant, c'était le fun, c'était excitant en même temps. Puis quand je suis arrivé à Fort Lauderdale, mon oncle est venu me chercher, puis il est arrivé avec, je me souviens, il y avait un gros Suburban, 1995, genre. Puis je rentre dans le truck, c'est à peine s'il me dit salut. Mais moi, tu sais, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand j'habitais en Ontario à comme 4 ans. Fait que, tu sais, je le connais pas. Là. Lui, il est déménagé en Floride, tout ça. Fait que je l'ai jamais vraiment... Je l'ai vu 3 fois dans ma vie, peut-être. Puis c'est un gars qui a une carrure imposante, tu sais, puis on part en camion. Il dit, OK, la seule chose qu'il m'a dit, il dit demain, il dit, on se lève à 6 heures, puis on s'en va travailler. C'est correct. J'arrive dans la maison, tout ça, il dit, garde et tout ça. Il y avait comme une maison roulotte. Tu sais, en Floride, il y a plein des parcs de... Mais c'est pas des roulottes, là, c'est des maisons mobiles, ouais. Puis elle était coupée en deux, tu sais. Fait que lui, il en avait une double, tu sais. Fait qu'il y avait un bar où est-ce que lui, il vivait, puis l'autre bar, c'est moi qui vivais de ce côté-là, tu sais. Fait qu'il a dit, OK, il dit, va-t'en de ton bar, va te coucher, puis il dit, demain matin, on se lève à 6 heures, puis on va te réveiller. Fait que là, tu sais, moi, j'ai encore un peu mon attitude de bum, jeune adolescent. Il me dit, OK, il dit, je dis, hey, où l'air climatisé? Ben, il dit, on n'a pas d'air climatisé, il dit, elle est cassé, tout ça, mais je sais pas si tu sais, mais l'été en Floride. Ah ouais, c'est intense, là. Et là, c'est intense. Fait que j'ai pas dormi de la nuit, il faisait trop chaud, je n'étais pas capable de ça. Le lendemain matin, je me lève, je dis, bon, mais qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? Ben, c'est à toi de faire ton épicerie, tes affaires. Je check dans le fridge, j'ouvre le fridge. Shit, il y a une vieille pizza, man, tu sais, comme frette. Fait que là, j'ai mangé une pointe de pizza frette, j'ai pris un verre d'eau, on a passé dans le truck, puis on est décollé, tu sais. En partant déjà là, tu viens d'arriver, toi, puis lui, il avait déjà dans la tête de te casser pour te casser sur un arrivé comme ça, là. Exactement. Fait que là, première journée, on arrive, puis lui, il prenait ses employés sur le bord du chemin. En Floride, dans ce temps-là, c'était très fréquent. Tu avais comme une gang de gars qui attendaient sur le bord du chemin pour avoir une job. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu ça dans les films ou whatever. On voit que ça me dit rien. On dirait que je suis capable d'imaginer le big picture, mais on dirait que on ne verra pas ça ici, là. Ouais, non, ça n'existe pas ici, tu sais, mais t'as une gang de dudes qui sont sur le coin de la rue puis qui attendent pour une job, tu sais. Fait que là, lui, il arrive avec son truck puis il choisit comme un peu les gars. Fait qu'à un moment là, il choisit Ronnie, tu sais. Ronnie, ça faisait une couple de fois qu'il travaillait avec lui. Il disait, écoute, il est pas super fiable, mais écoute, c'est un gars qui est fort, qui faisait, écoute, c'est un gars qui a des muscles, là, genre, il y a genre un 28 pack, là, ça. Oui, alors. Non, je te jure, c'est comme vraiment. Puis je pense que c'était un bodybuilder, tu sais, puis il était comme vraiment musclé, tout ça. Puis là, moi, il rentre dans l'auto, puis, tu sais, Saint-Amable, tout ça, tu sais, j'avais jamais vraiment vu de noir, tu sais, fait que, tu sais, déjà là, tu sais, je parle pas anglais, il me parle, mais je comprends rien de ce qu'il me dit, tu sais, puis les Noirs, en Floride, ils ont un accent généralement quand même assez, tu sais, slang, pis tout ça. Fait que j'avais de la misère un peu à comprendre ce qui se passait, fait que là, moi, je suis en arrière, je dis rien. Mon oncle, il me laisse sur le chantier avec lui, puis il dit, écoute, tu vas travailler avec Ronnie toute la journée, fait que fais juste comme faire ce qu'il te dit. Parfait. Fait que là, c'est une journée super chaude, évidemment. Il fait genre 110 Fahrenheit, ce qui est comme 45 Celsius. Pas de sens. C'est vraiment chaud. Mais moi, j'arrive du Québec, j'ai jamais vécu ça. C'est comme... Il dit, il dit quoi? Il dit, aujourd'hui, il fait trop chaud. Il dit, on va juste s'asseoir puis chiller. Ouais, c'est sûr, mais c'est juste donc il faudrait comme avancer un peu avec la clôture, whatever. Non, il dit, il fait trop chaud. Il dit, moi, je travaille pas quand il fait chaud comme ça. Fait que là, mon oncle arrive à 2h30 parce qu'à chaque jour, à 2h30, mais à 3h, en fait, il y a des orages d'été. C'est comme, fait qu'à 2h30, t'arrives, tu ramasses ton stock. Écoute, c'est fucké. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, tu sais. Une demi-heure après, c'est comme, c'est fou. Fait que là, il arrive. C'est que c'est passé. Comment ça que la clôture n'a pas avancé, tu sais? Fait que là, Ronnie dit, il fait trop chaud, Fait que là, mon oncle est comme, je le vois, il est choqué. Il est pas content. Il est pas content. Il rentre tout sort, il s'en va. Il arrive pour débarquer Ronnie. Ronnie, il dit, ma paye de la journée. C'est ta paye de la journée. Il dit, Big, si t'as pas travaillé. Il dit, oublie ça, je n'ai pas ta paye, t'as rien. What? Puis ça commence à s'engueuler. Mon oncle sort du truck. Lui sort du truck. Les gars commencent à se battre, man. Je te jure, man. Bataille de rue, mon gars. Béding, badang. Mon oncle ramasse un poteau de clôture dans le trailer, court après Ronnie, man, fait le tour de la maison, tout ça. Man, moi, j'ai 13 ans, ma première journée en Floride, je comprends pas ce qui se passe.
il rentre, après ça, bien évidemment, Ronnie, man, il pesait peut-être 50 livres de plus que mon oncle, tu sais. Fait que là, il prend le dessus de mon oncle, rentre dans le truck. Ça en va, man. Là, j'étais comme, où est-ce que je suis? Je m'ennuyais de ma mère. Oui. Honnêtement, elle m'a dit la vérité. Puis je pensais que j'étais un tough à l'époque. Mais là, je me suis rendu compte que, shit, j'aime vraiment ça avoir mes parents proches. Puis, tu sais, comme mes parents sont fucking importants. Oui. Puis mes amis, là, t'as plus d'amis, man. T'as plus rien, là. Tu sais, tous mes amis avec qui je jouais au hockey dans la rue ou whatever, c'était fini, là. Fait que j'ai passé tout l'été là-bas à travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour, à faire des clôtures avec mon oncle. Ben, chaque fois que je faisais une erreur, puis tu sais, je sais pas si tu sais, ma 13 ans, t'en fais des erreurs. C'est sûr, t'en fais, ben oui. Je faisais 10 push-ups, tu sais. OK, bon Dieu. Push-ups. Quand j'étais brûlé pour faire des push-ups, je prenais des poches de ciment. Là, ça prenait des poches de ciment pour solidifier les poteaux. Ben, je faisais des curls, genre, avec les poches de ciment. Parce que c'était une affaire de fou. Puis, tu sais, à un moment donné, après comme 3 semaines, j'étais comme, je veux plus travailler là, tu sais. Puis, ben, en fait, à chaque jour que je me levais, je voulais plus être là. Fait que je trouvais ça vraiment difficile. Puis dans ce temps-là, appeler ta mère, c'était une longue distance, tu sais. Puis ça coûtait cher. Fait que je peux l'appeler juste une fois par semaine, tu sais. J'étais comme, T'étais pratiquement seul au monde dans toute cette affaire-là, toi. Puis t'étais retourné à la maison, il n'y a pas de... Je faisais mon épicerie moi-même. Au 7-Eleven, parce que là, la vraie épicerie était trop loin, il fallait aller à la pied. Fait que je m'achetais des cochonneries tout le temps. Parce que tu es un enfant de 13 ans, tu fais quoi? Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment une expérience qui m'a forgé. Puis, tu sais, juste à dire, à un moment donné, je voulais pas me lever, tu sais. J'ai dit, garde, fuck it, je me lève pas. Puis j'avais été vraiment insolent. Il avait pris un seau d'eau, man. Il était venu me shooter ça dans, tu sais, écoute, je m'étais levé. Puis finalement, j'étais allé travailler, tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai appris l'anglais. J'ai appris la résilience. Ouais. Puis j'ai appris à écouter. J'ai appris que c'est pas tout le temps moi le boss, puis que, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui peuvent t'apprendre des choses. Puis si j'avais pas été là, si ça m'était pas arrivé, si j'avais pas été drillé comme dans l'armée par mon oncle, honnêtement, c'est sûr à 100% que j'aurais pas le parcours que j'ai aujourd'hui. Fait que là, après, tu termines l'école, tu t'en vas travailler chez Auto Hebdo. Oui, exact. Okay. Moi, je connais un peu Auto Hebdo. J'ai été acheter une auto là quand j'avais justement probablement ça, 19, 20 ans peut-être. Oui. Toi, comment ça se passe l'entrée dans un marché comme ça? Premièrement, je veux dire, tu termines l'école. Qu'est-ce qui te fait aller là? Quelqu'un? Y a-tu un contact? Qu'est-ce qui te fait aller chez Auto Hebdo? Écoute, ça, c'est vraiment drôle parce que là, moi, je finis l'école, mais comme à 16 ans, je sais pas trop quoi faire. Fait que je travaille dans des usines. Je deviens déménageur. Je fais un peu de tout. Puis là, je fais comme, OK, ouais, il va falloir que je retourne à l'école parce que là, si ça marche pas, je veux pas faire ça toute ma vie. Fait que je vois une annonce passer sur le site autohebdo.net. Mais dans le temps, c'était HebdoNet. Okay. Fait que là, mon père avait acheté un ordinateur, on avait Internet par téléphone. Ça fait quand tu décrochais le téléphone, tu pouvais pas. Ta sœur à l'autre bout, tu c'est ça. Non! Exactement. Fait que je vois offre d'emploi, on cherche un photographe pour Auto Hebdo. Ça doit être cool, ça. Photographe, Auto Hebdo, il y a un côté artsy à la limite. C'était pas ça pantoute, mais c'était drôle pareil. Fait que j'arrive à Dorval, passe l'entrevue, ils disent, écoute, on a besoin de quelqu'un comme pour aller prendre des photos chez les particuliers. Okay. Dans le temps, c'était un magazine, autohebdo.net commençait, mais il fallait que, mettons, tu mettais ton char usagé à vendre, il fallait que tu appelles Auto Hebdo, et là, le conseiller publicitaire, entre guillemets, arrivait chez vous, le photographe, prenait les photos du véhicule, il prenait le texte directement, puis à la fin de la semaine, j'arrivais avec toutes les photos que j'avais prises. Puis là, il créait le magazine. Okay. Ah ouais. OK. Fait que là, qu'est-ce qui fait le changement? Parce que là, tu me parles de photographe. Oui. Tu gravis pas les échelons en tant que photographe, right? Non. Là, j'arrive comme photographe, mais après un mois, puis là, j'ai 18 ans à l'époque. Okay. Fait que, honnêtement, j'ai aucune expérience de vente, etc. Fait que je dis, écoute, j'ai vu le poste de conseiller publicitaire, de photographe à conseiller publicitaire, puis j'aimerais ça appliquer dessus. Ouais. Là, le directeur des ventes fait comme, OK, cool. Okay. Dit, on va te passer en entrevue. Fait que là, il me passe en entrevue, puis c'est quoi tes expériences de vente, puis tout ça. Okay. La seule expérience de vente que j'avais eue, c'était vendeur de couteaux. Okay. J'avais vendu des couteaux, ça s'appelait Cutco, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais c'est une genre d'affaire pyramidale. Okay. Ben, c'est pas tant pyramidal, mais c'était comme. C'est genre, OK, on t'engage, il me donnait 15$ de la personne qu'on rencontrait en personne. Fait que là, tu sais,
un peu petit vite, là, j'arrive dans la page jaune, ça, fait que là, je rencontre le plus de monde possible, je faisais du porte-à-porte et tout ça. Puis j'avais vendu un kit sur genre 200 présentations, ce qui l'avait impressionné parce qu'il disait, aïe, juste un kit, c'était incroyable. Fait que c'était 1800$ le kit de couteau. Là, fait que, je m'étais, tu sais. Fait que, il dit, OK, parfait, il dit, c'est bon, il dit, on va t'essayer comme conseiller publicitaire. Il dit, voici ton Kodak, voici... Parce qu'il y avait des pages pour dessiner les pages de concessionnaires automobiles. Parce que dans le temps, il y avait une en-tête de concessionnaire. Puis après ça, lui, il mettait... parce que dans le fond, là, je prenais plus de photos chez les particuliers. Là, j'allais seulement chez les concessionnaires automobiles. Fait qu'il dit, voici ton territoire. Il prend une grosse map. Puis il dit, voici ton territoire. C'est Valleyfield, puis tout ça. Puis go. Fait que là, moi, je pars. Après un an, je gagne le meilleur vendeur de l'année au Canada. Sur 250 conseillers publicitaires. Puis là, je suis comme, tu sais, je comprends même pas ce qui se passe. Puis j'ai encore le syndrome de l'imposteur parce que, tu sais, je suis pas vraiment supposé être là. Tu sais, je suis supposé avoir plus une job dans une shop ou quelque chose de, tu sais, je suis pas supposé d'être avec les... T'as 19 ans. Fait que je veux dire, si je me mets à ta place à 19 ans, moi, je mange mes croûtes, je flippe des œufs chez Cora, puis j'essaye de payer mon loyer, genre, avec ma carte de crédit back-to-back. Exactement. On n'est pas à la même place à ce moment-là. Ouais, exact. Ben, dans ma tête, peut-être, mais pas dans la réalité. Je comprends. Fait que là, gagne le meilleur vendeur de l'année. Fait que là, tu sais, je stand out. C'est pas que je faisais le plus gros salaire de la compagnie, mais en termes de chiffres, j'avais comme 350% d'augmentation dans mon territoire. Fait que le gars qui était là avant moi, il travaillait pas trop, j'imagine, ou tu sais, il l'avait pas. Parce que j'étais pas si bon que ça. T'sais, honnêtement, j'étais comme vraiment travaillant. J'allais voir tous les concessionnaires à chaque semaine. Puis oui, j'avais comme un côté vendeur parce que, tu sais, mon grand-père, c'était un vendeur de balayeuses dans Charlevoix. Mon autre grand-père, c'était un agent immobilier. Fait que, vraiment, on vient d'une famille de hustlers puis de vendeurs. Ouais. Fait que là, bon, première année, il fait 75 000 quand même. T'sais. Fait que là, je suis comme nice. À 19 ans. Il m'a fait inviter dans il appelle ça le President's Club à Tenerife, près de l'Espagne, une île espagnole en face du Maroc. Fait que là, j'arrive là, fais le party avec toutes les autres divisions mondiales, parce que à ce moment-là, tu as le Canada, mais il y avait les États-Unis, le Mexique, la Russie, tout ça. Fait que là, je rencontre tous les autres conseillers publicitaires, ben, comme de la France, de partout. Fait que c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Puis cool. Le propriétaire de Trader, à ce moment-là, c'est un Montréalais qui s'appelle John McBain, qui par après a vendu des centaines de millions et j'imagine des milliards là, un peu partout dans le monde, cette business-là. Puis à ce moment-là, quand j'étais arrivé, j'étais tellement jeune que je pouvais pas sortir avec eux après parce que les bars, c'était 21 ans et plus. Fait que je pouvais même pas boire avec eux, vraiment, tout ça. Fait que tu sais, tout le monde pensait que j'étais le fils à John McBain parce que je venais de Montréal puis j'étais jeune, tu sais, t'es comme ah non, il dit c'est toi qui as gagné le meilleur vendeur au Canada, genre j'étais comme ouais, tu sais. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Fait que là justement, tu parles de ça, tu t'en vas en Espagne pour ça. T'as 19 ans. Quand tu m'as parlé de syndrome de l'imposteur puis tout, je veux dire à 19 ans, tu gagnes un salaire quand même plus qu'acceptable à 75 000. Ouais. Combien de temps ça dure encore ça au niveau auto-hebdo? Là, je veux dire, on a parlé de vente, mais ça venait un peu plus loin dans ce que j'avais comme ordre d'idée aujourd'hui. Si je me concentre juste sur tes années là-bas, est-ce que le growth continue? Est-ce que tu continues? Ouais. Mais là, j'ai 19 ans. Tu sais, je fais 75 000 à 20 ans, je fais 150. Fait que je double mon revenu l'année d'après. Fait que je regagne meilleur vendeur, mais au Québec, cette fois-là, au Canada, quelqu'un d'autre qui gagne. Mais tu sais, comme là, je suis vraiment comme dans les tops, ça va bien, je prends de la confiance. Mais je suis encore très shaky parce que, tu sais, faut pas oublier, là, j'ai 20 ans, je m'assois avec, tu sais, je suis plus jeune et de loin. Je pense que l'autre plus jeune avait comme 32 ans, tu sais. Fait que c'est comme, il y a vraiment un gap. C'est des gens, tu sais, qui ont des familles, qui ont, tu sais, puis en ont vu d'autres, tu sais. Fait qu'il y a quand même une seniorité. Fait que t'arrives dans un meeting, puis, tu sais, des vendeurs tout ensemble, il y a quand même un côté, tu sais, cocky dans un certain sens, puis un peu, tu sais. Puis dans ce temps-là, c'était une autre mentalité, tu sais. C'était les patrons, c'était rough, c'était plus de bullying, ça criait, tu sais, c'était pas tes chiffres, je te crisse dehors, puis tu sais, c'était comme... Pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Fait que c'est ça, fait que ça avance, puis là, ben écoute, 3e-4e année, là, je suis rendu à 22 ans à peu près, mettons, là. Disons, à 22 ans, je faisais 250 000 par année. Là, je suis vraiment parti parce que le côté Internet s'est développé d'une façon incroyable. Puis, tu sais, j'allais voir les concessionnaires, j'étais comme, ben, regarde, tu peux mettre tous tes véhicules sur le web. Ils étaient comme, ouais, mais tu sais, j'ai pas d'appareil photo. Fait que là, on achetait un gros Kodak avec une grosse disquette là, pour mettre ça. Puis là, ben, il était comme, OK, cool pour le Kodak, mais j'ai pas d'ordinateur, tu sais. Fait que ça fait aussi longtemps que ça. On parle de 2005, 2005-2006, mais tu sais, ça fait pas si longtemps, mais quand même.
Ouais. On était là. Puis, bon, OK, parfait, on va aller t'acheter un ordinateur chez Bureau, en gros. Puis là, tu sais, je montrais comment un ordinateur fonctionnait, etc. Fait que, tu sais, après... T'as fait comme le switch numérique pour beaucoup de... Oui, je le faisais en même temps. OK. Puis 2007, on a fait un switch numérique. 90% des revenus en 2006, c'était papier. OK. Puis en 2007, 90% des revenus étaient numériques. Numérique. Fait que ça a été un success story au Canada, le trader, surtout dans l'automobile, parce que ils n'ont jamais vu ça. Il y a plein de business qui sont mortes parce qu'ils n'ont pas été capables de faire le switch, etc. Ça. Dans le média, ça a été très, très difficile ces années-là, mais nous, c'était des années d'or, tu sais. Puis, fait que ça a vraiment poussé à partir de ce moment-là. OK. Puis là, je veux dire, 23 ans, 250 000, encore une fois, je peux malheureusement pas relate à ça dans mon jeune temps. Je dis ça fait 6 ans. Mais moi, à ce moment-là, encore là, j'aime ça faire la comparaison parce que je suis sur le gros party. Pour moi, c'est les filles, consommation. Oui, je commence mes business tranquillement, mais je veux dire, j'étais à une époque où est-ce que c'est le plaisir. Ouais. Toi, avec un salaire comme ça, comment ta vie personnelle... Tu sais, toi, ta personnalité à ce moment-là, ça se traduit de quelle façon? Ou est-ce que tu fais 250 000? Je suis sûr que tes chums proches, à moins que tu ailles changer ton entourage avec ça, mais tes chums proches ne doivent pas être dans ce même mode de vie-là, right? Non, c'est clair. Puis, tu sais, oui, l'entourage change automatiquement quand toi, tu évolues dans un certain sens, tu sais, puis ça arrive plusieurs fois dans une vie, souvent. Mais dans ce cas-ci, tu vois, tu sais, c'est sûr que mes amis étaient surtout à Saint-Amand à ce moment-là. Moi, je suis déménagé à Montréal, mais j'avais pas le choix. Le territoire était à Laval dans le temps, tout ça. Fait que, tu sais, j'avais pas le choix d'être central. Fait que juste le fait de partir de Saint-Amand puis d'habiter à Montréal, mais là, il y a quand même une coupure, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup, tu sais. Puis ces amis-là, ben, ils ont soit d'autres types de jobs. Puis là, ben, les nouveaux amis que je me fais, ben, ils ont mon âge. Fait que, ils vont à l'université. Ils travaillent pas. Donc, habituellement, ils sont assez pauvres. Ils courent les bières à 1 piastre, tout ça. Fait que, les gens qui ont le même beat de vie que moi, ils ont 35-40 ans. Fait que c'était vraiment... Je me sentais un peu seul, pour être honnête, à ce moment-là, parce que j'étais vraiment tout seul de ma gang. Fait que... Puis toi, ben, t'avais pas nécessairement un mode de vie party ou... Ben, pas que tu voulais pas, mais t'avais pas les chums pour le ouais, faire. c'est ça, exact. Jusqu'à 25-26, ben là, l'université est terminée, les gens commencent à travailler, ils ont le même âge que moi, puis là j'ai commencé à sortir, puis là, oui, j'ai fait le party. Okay. Mais à partir de... Mais non, là, je faisais pas le party, parce que j'étais tout seul dans ma gang, je travaillais vraiment fort. Ouais. Pour moi, c'était important, je voulais pas replanter parce que là, j'étais comme, je veux pas revenir. Je veux pas revenir où est-ce que j'étais, ou je veux pas me manquer ma chance, où est-ce qu'on est. Je suis sur une bonne lancée. OK. Par la suite, tu lâches ta job de 250 000 par année pour te lancer dans un projet. Oui. Peux-tu parler de ce projet-là? Parce que de ce que je comprends, c'était pas la meilleure idée ever. Non, c'était pas la meilleure idée. Ben, c'est une très bonne idée, mais très mal exécutée. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir ça. Mais ouais, fait que là, tu sais, bon, Trader est vendu à Page Jaune. Page Jaune achète lespacks.com. Dans ce temps-là, les packs étaient comme big, le seul marketplace. Il y avait Kijiji qui montait tout ça. Mais les packs avaient un modèle d'affaires avec lequel j'étais comme, on peut vraiment l'améliorer. Puis dans ce temps-là, ben là, Page Jaune, eux autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était milker la business, puis sortir le cash. Fait que moi, j'étais comme, guys, on a un joyau entre les mains, on peut amener ça partout au Canada. Tu sais, le site était unilingue francophone. J'étais comme, guys, on peut le mettre bilingue, là, puis comme on peut pousser juste ça. Ça... Puis, arrêtez de charger comme 15$ pour un véhicule à vendre. Un particulier ne va pas payer 15$. C'est Kijiji qui s'en vient, qui est gratuit. Je dis, le futur, c'est comme gratuit pour les particuliers, payant pour les commerciaux, pour les concessionnaires ou les agents immobiliers, etc. Fait que là, ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, je m'attends, je dis, c'est quoi, je vais le partir moi-même. Puis c'est drôle parce que mon boss, à ce moment-là, ça faisait 10 ans que c'était mon superviseur, puis on avait vraiment une super bonne relation. Puis, tu sais, je chialais tout le temps. Je disais, on devrait pas faire ça, ça n'a pas d'allure. Ben, il dit, hey, si t'es pas content, parler toi-même, tu sais. C'est pas fou. Fait que là, j'ai lâché ma job à 200. Là, dans ce temps-là, j'étais entre 200 et 250 là, à chaque année. Ça variait beaucoup, tu sais. Fait que là, quand j'ai lâché ma job, tout le monde a dit que j'étais un malade mental. Tu sais. Tu fais comme 25 heures par semaine, puis tu fais 250 000 par année. Ça n'a comme aucun sens que tu lâches ça. Fait que j'étais comme, mais tu sais, un moment donné, après 10 ans, j'ai fait le tour. Oui, c'est vrai, on a vendu des CRM, on a vendu plusieurs produits numériques différents, on a vendu les premiers AdWords, les SEM de Google, ça commençait dans ce temps-là, on était les premiers à les vendre, tout ça. Fait que c'était super excitant, c'était vraiment nice, mais un moment donné, t'as fait le tour pareil. Puis je parlais au concessionnaire automobile, j'avais envie de changer de crowd un peu. Fait que j'ai parti un marketplace à la Kijiji, les packs.
qui s'appelait Bye Bye Bob à ce moment-là. OK. Puis Bye Bye Bob, ce qu'on avait fait, c'est l'avantage du marketplace qui est généraliste, mais la compétence du marketplace spécialiste. Donc, OK. quand tu vas faire une recherche dans automobile, ça va être aussi bien fait que dans un autohebdo.net. Puis quand tu vas faire ta recherche dans l'immobilier, par exemple, ça va être aussi bon qu'un du proprio. OK. Ainsi de suite. Fait qu'on avait monté vraiment une plateforme incroyable. Honnêtement, elle était vraiment extraordinaire. Puis, mais tu sais, à ce moment-là, je suis jeune, j'ai toujours réussi, dans le sens où à chaque année, je gagnais, ça allait bien, tout ça. Mais je m'étais pas encore aperçu que j'étais pas un professionnel complet. J'étais un excellent vendeur, mais je savais pas vraiment compter. Fait qu'on a levé comme 200 000. Puis, nous autres, 200 000, à élever 200 000, on va en faire un méchant bout, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, quand tu codais un site web, il n'y avait pas d'open source. Là. Fait que c'était tu avais tes codeurs dans le sous-sol, puis là, ils codaient ça, ils codaient from scratch. Fait que... Fait qu'eux autres, ça a coûté comme 100 000 juste bâtir le site. Puis c'était des chums, il a fallu leur donner 25 de la business en plus du 100 000, tellement que comme ça coûtait 400-500 000 juste bâtir la plateforme. Là. Fait que là, drette là, on était en bas de notre 200 000. Puis après ça, on a commencé à faire de la publicité, tout ça, pour attirer des visiteurs, mais aussi attirer du contenu, parce que tout le temps, l'œuf ou la poule, tu sais. Si t'as pas de contenu, t'as pas de visiteurs. Si t'as pas de visiteurs, le monde n'a plus de contenu, parce que là... Fait que... Mais le premier mois, on a eu 100 000 visiteurs uniques. OK. Fait qu'on est comme ça, on est parti, là. Tout va bien, c'est ça. On a du contenu parce que j'avais beaucoup de contacts avec les concessionnaires automobiles. Puis dans l'immobilier, j'avais eu beaucoup de gens aussi qui avaient ajouté du listing. Fait que ça allait bien, tu sais, Okay. les 2-3 premiers mois. Mais là, on regarde le compte de banque, il n'y a plus une scène dedans. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Fait que là, je disais à Mathieu, mon partenaire de l'époque, je disais, hey, Matt, ils ont relevé une deuxième ronde de financement, mais on a besoin de combien? Je sais pas, 1 million, 2 millions au moins, tu sais. Puis là, on a Kijiji qui nous souffle dans le dos, qui est eBay en arrière. T'sais. Fait que eBay, grosse compagnie californienne, etc., ils ont 200 programmeurs, eux autres. Ils n'en ont pas 2 dans le sous-sol, ils en ont 200. Fait que là, eux autres, quand ils ont vu notre site web au Québec, ils ont fait des ajustements techniques. Puis honnêtement, leur site web était rendu vraiment solide. Okay. Presque autant que le nôtre, honnêtement. Là. Puis dans ce temps-là, après ça, ils nous ont dépassés. Fait que là, bon, OK, le produit que j'ai, il est bon, il est correct, mais il est pas comme... un autre niveau, fait que là, les gens, ils font comme, regarde, je vais te mettre vraiment 2 millions là-dedans, puis là, tu compétitionnes contre eBay. Fait qu'on n'avait plus d'argent, fait qu'il fallait que je me trouve une job. Fait qu'on a tiré à la plug sur le truc. Okay. Mais, ça a été 2 ans de ma vie quand même, où est-ce que j'ai financé mon propre rythme de vie, financé un bout de la compagnie et tout ça. Fait que, là, l'argent que j'avais mis de côté, les flips immobiliers que j'avais fait, parce que j'avais fait peut-être 7-8 flips immobiliers dans ce temps-là. Fait que, j'avais quand même stacké de l'argent, mais, à un certain moment donné... là, j'ai besoin d'une job. Ça marche là, tu pars à justement comme top of the world, qu'est-ce qui se passe, tout est super au niveau de l'argent, il n'y a pas de problème. Puis là, tout d'un coup, à cause d'un flop d'investissement, on se ramasse en difficulté. Puis là, tu deviens chasseur de tête. Oui. Pour, je le prononce bien, Randstad? Oui, Randstad, qui est une multinationale d'agence de placement. Puis, tu sais, à ce moment-là, écoute, je veux juste une job, tu sais, parce que... De quel âge à ce moment-là? J'ai 28, 29, okay. Peut-être, 29, 28. Là, c'est un retour à la case départ. 29, 30. Non, j'ai 30, parce que là, fait que j'ai 30 ans. Fait que retour à la case départ. Je pars d'un ego quand même assez élevé, parce que là, je suis comme, hey, je suis un king. Genre, non, puis mon identité... en tant qu'être humain, était très professionnel parce que là, j'avais réussi là-dedans. Fait que là, tu fais quoi? Toi, je me souviens, les gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie de ça? Là, pour l'instant, je fais rien. Genre. Je tente 2 projets. Si tu faisais ça avant, ouais. Fait que, honnêtement, c'était une grosse débarque. Là. Fait qu'un peu depress, je trouve ça dur. Reality check, l'humilité, là, écoute, elle commence à rentrer. Là, je suis comme, OK, finalement, je suis pas ce que je pensais que j'étais. Puis là, finalement, j'étais une fraude. Mes affaires ne marchent pas. Puis peut-être bien, finalement, je suis pas un entrepreneur. Je suis peut-être un employé, puis c'est cool, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Puis je commence à me minder un peu, puis je rentre chez Randstad, puis eux, ils disent « Hey Phil, on a besoin d'un recruteur pour le marketing. » Bon, cool, je fais du marketing numérique. J'ai vendu du marketing numérique pendant 10 ans. Je connais ça par cœur, les termes, etc. Fait que je dis « Cool. » Et là, je décolle, mais je connais rien de la chasse de tête, puis honnêtement, réapprendre un nouveau métier, revenir dans un contexte où est-ce que tout le monde est meilleur que toi quand tu arrives.
Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ben, Ça je faisait comprends, parce 10 que ans. tu passes du petit jeune qui est meilleur que les Oui, plus vieux, puis là, tu exact. rentres dans une compagnie comme étant Oui. le débutant, tu recommences à zéro. Là. Le débutant, puis là, c'est pas juste de la vente. Là. Il y a aussi, tu sais, faut que tu gères ton bureau, le côté Ouais. administratif, tu sais, faut que tu sois structuré, organisé, tout ça. Fait que là, j'apprends toute cette partie-là de devenir un professionnel plus complet. Fait que je reste 3-4 mois chez Randstad. Après 2 mois, honnêtement, les chiffres commencent à rentrer, ça va bien, j'ai plein de mandats, ça roule bien. Puis là, je me fais appeler par la tête chercheuse directement à mon bureau. Fait que la tête chercheuse, qui est un autre cabinet plus spécialisé de recherche de cadre, donc du recrutement, mais plus chasse de tête, OK. en marketing. La présidente m'appelle directement. Elle dit écoute, elle dit je vois que tu vas me chercher pas mal de mandats. Elle dit pas ça comme ça, là, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Elle dit j'aimerais ça te rencontrer. Puis là, je suis comme on va aller prendre un café. Fait qu'elle me fait une offre finalement après 2 rencontres. Elle dit moi, je vais te donner 90 000 de base, plus commission, bonus, etc. Mais là, moi, je faisais 55 000 de base chez Randstad. Ça, c'est un point important, là, faire 55 000. J'avais jamais fait ça. La première fois, j'avais fait 75 000 75 000. à 19 ans. Fait que là, je reviens puis je fais 55. Oui, plus commission, évidemment. Là, j'aurais pu Ouais, monter mais- à 200. Mais tu sais, c'était quand même un gros coup Ouais, dans sur l'orgueil. l'ego, je peux Ah comprendre. ouais, que, c'était ouais, tough. Là, tu sais. Puis 100%. surtout dans le compte de banque, quand je voyais Apex se dépasser, j'ai mon Dieu, c'est long avant que ça Ouais. monte. Fait que je disais, wow, 90 000, ça. Fait que là, mais en tant que bon vendeur, je m'étais tellement bien vendu comme chasseur de tête qui contrôlait son shit puis qui allait vraiment bien que, tu sais, dans un sens, ça m'a cru. Mais quand je suis arrivé en poste, Autre chose. j'avais 3 mois d'expérience. Fait que j'étais Yeah. pas bon, là, la vérité. Yeah. Fait que là, elle a fait comme, OK, t'es comme mon 2e salaire le plus payé de la boîte, puis t'es pas bon, genre. OK. Après 1 mois. Fait que là, mais tu sais, je suis pas bon dans le sens où Il y tu a sais, je suis un Max gars qui trappe. il rit en arrière. Mais tu sais, je suis pas bon, mais je veux, tu sais, là, j'ai beaucoup d'énergie, puis tu sais, puis moi, j'ai un cerveau qui pense en arborescence, je suis pas un séquentiel du tout, fait que tu sais, Ouais. moi, au début, je suis vraiment, vraiment mauvais, puis à un moment donné, je comprends, je mets le puzzle ensemble, Puis là, puis tout va bien. là, tout va bien, tu sais. Fait que elle me voit arriver au début, mais elle est comme, aïe, aïe, tu sais, c'est comme... Fait qu'elle me raconte après un mois, elle dit, écoute, elle dit, ça marche pas. Elle dit, c'est soit que je te mets dehors ou que je te mets un salaire de 50 000. Tabarnak, là, genre baisse de 5 000. Là, tu sais, là, je capote. Là, je dis, voyons donc. En plus, je me suis fait avoir. Elle avait pris d'une job Ouais. que, tu sais, j'étais pas ultra heureux, mais ça allait bien quand même. Ouais. Puis là, tu m'attires avec 90 000, un mois après, tu me redescends à 50 000. Ah, Fait puis que là, c'est absolument au cas. En tout cas, moi, j'ai jamais connu ça dans mes jobs de jeunesse ou whatever, dans le sens, tu sais, on parle tant d'augmentation salariale. Mais une baisse salariale, c'est quand même rare. Dans le sens, on les voit un peu moins passer, sinon j'en entends moins parler, là, mais comme là, on parle de 40 000 de moins dans tes poches, pareil. tu as là. tellement raison dans ce que tu dis, ça arrive presque jamais. Puis quand ça arrive, bien évidemment, habituellement, la personne On va juste le va s'en congédier. vanter. Non, mais elle va juste, non, mais elle va juste le ok, ouais. congédier. Tu sais, c'est comme, 100%, ben oui. t'es pas bon, out. Mais elle me laisse quand même une chance, bizarrement. OK. Moi, je me dis, asti, je peux pas dire fuck off, tu sais, je lâche la job puis je m'en vais. Je peux pas partir comme un loser. Tu sais, genre, j'ai jamais été un loser, puis là, je suis un loser, fait que ça me Ouais. fait chier. Fait que là, je fais comme, non, c'est correct, je vais prendre ta job à 50 000, puis je vais recommencer au début comme cours d'eau recrutement. OK. Fait que là, je recommence au début, je fais du sourcing, genre, pour les autres recruteurs qui, eux, ben, finalement, ils ont le même âge que moi, là, mais, tu sais, mais c'est ça, tu sais, mais qui, eux, ont quand même une meilleure expérience que moi, puis qui connaissent leur truc. Fait que là, je fais comme, OK, là, je vais apprendre, tu sais, puis là, tranquillement, ben, il y a eu une amélioration, évidemment, puis je suis monté jusqu'à me faire offrir partner 3 ans plus tard. Ah, ouais. Fait que ça a été. Puis je me souviens, Eric, s'il écoute le podcast, il va rire, le VP, parce que il me disait, Phil, il dit vraiment, à la fin, là, tu sais, il dit, ça m'a impressionné que tu sois capable de toffer ça, tu sais, d'avoir cette résilience-là, puis d'être capable de dire, regarde, je recommence, puis je remonte. Mais ça n'a pas été facile. Hey, j'ai trouvé ça tough, là, honnêtement. Là. Intérieurement, c'était très difficile, mais je gardais le focus. Fait qu'à la fin, ils m'ont offert le partnership, puis il n'y avait pas une mentalité de croissance à l'interne. Les autres, ils voulaient rester small is beautiful, on va rester comme ça, puis c'est cool. J'étais comme, ouais, OK, ben là, j'achète des parts, mais mes parts vont pas prendre de valeur, puis comme je m'achète une job à quelque part, Ouais, ça fait que peut. ça m'intéressait moins, mais j'adorais l'entreprise et tout ça. Puis j'ai eu un autre défi par après là, chez GoCube là, pour toute la restructuration du marketing. Fait que ça, Puis, c'est-tu un tu quittes, tu trouves autre chose, ou c'est encore une fois comme quelqu'un vient mais là, te je me suis chercher fait quelque chasser part? par mon ancien boss chez Randstad. OK.
pour aller chez GoCube. Fait que, c'est une belle... Tout le monde joue comme ça, s'envoie la balle d'un bord puis de Oui, l'autre. puis tu sais, c'était cool parce que j'avais laissé quand même une bonne impression après 4 mois. Puis il savait que moi, j'étais un entrepreneur dans l'âme. Fait qu'il a dit, tu sais, je pense que chez GoCube, ça peut marcher parce que lui, il cherchait quelqu'un pour reprendre le business éventuellement. Parce que lui, c'est plus un développeur immobilier à la base, puis un constructeur, tout ça. Puis il y avait GoCube en même temps, qui, à ce moment-là, allait pas super bien au niveau de la profitabilité et tout. Puis il voulait structurer le marketing pour amener plus de ventes, mais il voulait aussi restructurer tout le côté franchise. Optimiser les franchises au Québec puis après au Canada. Fait que c'était ça mon mandat. Puis on avait négocié à la base. Moi, c'est la raison pourquoi je voulais partir, c'est pour justement racheter des parts dans le business éventuellement. Fait qu'écoute, après un an, c'est comme 200% d'augmentation sur les revenus. On a ajouté 3 ou 4 franchises dans le business. Fait que là, tu sais, un autre succès. Fait que là, je suis content. Là, je suis reparti. Ma confiance est revenue. Parce qu'après 10 ans, elle revenait. Puis aussi, le compte de banque commence à revenir tranquillement parce que là, il ne faut pas oublier, ça fait comme 3 plus 2, ça fait 5 ans que le salaire était moins au rendez-vous. Malgré qu'à la fin, à ta chercheuse, c'était pas pire. Je faisais peut-être 110, 120 000 par année. Fait que je n'étais pas dans la rue. Là. Mais c'était loin de mon 250 encore. Puis là, j'avais encore cet objectif-là en tête de vouloir au moins retrouver ce que j'avais fait 100%. au minimum. Fait que GoCube, finalement, plein de raisons multifactorielles. Je pense que ça ne tentait pas de m'avoir comme partner. Puis en même temps, moi, j'avais tout mis ça en place. C'était automatisé, c'était structuré. Fait que lui, comme business move, de me garder comme partner, de se diluer, not smart. Fait qu'il fait comme, ben écoute, Phil, on va attendre encore un an, puis là, tout ça, je fais comme, non, tu le sentais, là. Il y avait quelque chose, tu sais, mais je suis encore ami aujourd'hui, puis on fait de la business encore ensemble, c'est super bon gars. Mais multifactoriel aussi, peut-être que juste, il se disait, c'est quoi, j'ai pas envie d'être partner avec ce gars-là aussi, là, c'est correct, c'est sa business, c'est lui qui l'a parti, c'est son bébé. Fait que là, je fais comme, je trouvais ça vraiment plate, très déçu parce que je voyais la possibilité de prendre GoCube et de l'amener partout au Canada. Il y avait un super beau modèle d'affaires, puis là, on était structuré pour aller à la guerre. Fait que là, je fais comme, faut que je quitte ça me fait mal. Puis en même temps, mon premier fils naît, Louis, 2016. Fait que j'ai lâché GoCube la journée qu'il est né pour prendre mon congé de paternité encore, puis de travailler. En même temps que j'avais mon congé de paternité, je travaillais sur mon modèle d'affaires de Build-Up, mais Build-Up 1, que j'appelle, qui était une business de tech. Mon premier réflexe, c'était tout le temps le tech. J'avais un de mes chums qui travaillait avec moi chez Trader, Félix Scott, qui est présentement le président de Six Communications dans l'immobilier. Il y avait 2 divisions chez Trader. Il y avait la division automobile dans la publicité, puis il y avait la division immobilier. Fait que moi, j'avais rencontré Félix dans ce temps-là, qui lui avait vendu son site web qui s'appelait visitnet.com dans le temps à Trader. Fait que c'était un gars à succès de tech qui avait fait de l'argent. C'était vraiment un gars 10 ans plus vieux que moi. Puis smart, vraiment là. Fait que je le rencontre, je vais luncher avec. J'allais luncher avec une fois par année, pour rien. Juste parce qu'on s'aimait bien. C'est tout. Là, je dis, écoute, là, je veux un projet, là, je veux vraiment partir en affaires. Là, je regarde mon compte de banque. J'en ai encore un peu, mais ce shot-là, il ne faut pas que je la manque parce que, premièrement, je suis plus tout seul. J'ai un enfant, tout ça. Fait qu'il y avait encore une autre petite incertitude suivant la naissance de ton gars. OK, Victorien, à ce moment-là. Puis je m'excuse de remettre le parallèle, mais comme ça m'intéresse quand même de savoir. Tantôt, on parlait de party puis d'affaires de jeunesse, comme c'était pas nécessairement ton go-to pendant plusieurs années, mais à 250 000, as-tu un train de vie de 250 000 ou t'es quelqu'un de plus humble? Dans le sens où, moi, ma question, c'est surtout reliée à as-tu un train de vie de 250 000 puis que quand tu pognes ta débarque, tout ton train de vie change aussi? Oui. J'ai pas un train de vie de 250 000. Je mettais quand même pas mal d'argent de côté à ce moment-là. Je faisais des flips immobiliers. Fait que, il y avait du cash qui rentrait encore. Je te dirais que mon train de vie était autour de 125, 150. Okay. Ça, c'était pas mal mon train de vie. Le reste, j'en avais pas de besoin, mais je le réinvestissais. Okay. Fait que j'avais de l'argent dans mes REER, j'avais des trucs comme ça, mais oui, la débarque, quand tu fais 55 000, elle est là. Puis, j'ai pigé dans mon bas de laine. Puis, les 2 années que j'ai pas fait une scène, puis j'ai mis de l'argent aussi pour fiouler la compagnie au départ. Puis, ça. Fait que, veux pas, j'ai une certaine autonomie financière où est-ce que je peux me dire, je travaille pas pendant 7 ans puis je garde le même train de vie puis c'est chill. Genre, OK, non, là, je recule. Puis, mettons, quand j'avais 25 ans, j'étais plus en avance qu'à 32. Fait que là, je suis comme...
C'est pas Là, je suis comme, C'est pas là, il y a supposé quelque ça. chose que j'ai pas compris. Là. Puis là, tu sais, je vois d'autres chums qui partent des business, puis eux autres, ça va bien. Puis, ou, tu sais, ils ont des emplois, tu sais, puis ils sont comme bien placés, tout ça. Moi, je suis comme, man, j'ai changé de carrière, je suis revenu. Tu sais, on dirait que je suis parti fort, tu sais. J'étais juste un flop, finalement. Tu sais, tu te poses la question, c'est sûr, tu sais. Ouais. Fait que j'avance comme ça, puis je passe ça avec lui, avec Félix. On part Build Up, tu sais. Build Up, à la base, c'était une plateforme pour les entrepreneurs généraux. Tu sais, en construction, tu as des entrepreneurs généraux puis tu as des sous-traitants. Mais moi, je connais rien de la construction. Tu sais, je veux dire, j'ai fait des flips, mais tu sais, genre, changé une cuisine puis tu sais, je rénovais une salle de bain. Je veux dire, c'était pas... Fait que là, j'apprends tous les sous-traitants qu'il y a dans un truc. Il y a 150 sous-traitants différents dans un chantier de construction. C'est quand même fou, là. Tu sais, je veux dire, il y en a du monde, là. Puis tu as un entrepreneur général qui, lui, prend la job du développeur. Fait que là, ils vont faire des plans avec les architectes et tout ça. Puis après ça, ben, ils partent en soumission. OK. Fait que moi, j'étais comme... Je disais, donne-moi ton plan. Je mets le plan sur ma plateforme de soumission. Puis là, les sous-traitants, quand ils soumissionnent, celui qui gagne la job, moi, je prends un pourcentage X. OK. Fait que première année, ça va bien. C'est qu'on commence à avoir du momentum. Je suis capable d'avoir un salaire. Pas un gros salaire, mais je suis capable d'avoir un salaire. Je suis capable de presque vivre. Fait que c'est quand même bon, une première année, tu sais. Totalement. Fait que, puis on a monté la plateforme, on a travaillé fort. Laurent, qui était au niveau de la technologie, il a travaillé fort pour monter cette plateforme-là. C'était incroyable. Puis avec Eliane puis Félix, ben là, on pousse c'est pour aller chercher des clients, puis ça va bien. Mais là, il arrive le boom de la construction. Puis là, tous les sous-traitants en pénurie de main-d'œuvre, tout ça, puis sont comme, dude, j'ai genre ça, là, de demande de soumission sur mon bureau qui me coûte rien. Toi, tu veux que je te paye pour m'amener des soumissions quand je suis même pas capable de toutes les faire avec mon estimateur, tu sais. Là, je suis comme, ouais. OK, fait que là, je perds tous mes clients. Un après l'autre, là, je suis ah non, c'est... Pas encore. Encore, hein, ça marche Encore. pas, là. Mais je dis aux clients, je dis, t'as pas besoin de soumission, t'as pas besoin de job, tu sais. Mais t'as besoin de bras, par exemple, t'as besoin d'employés, là. Ah, il dit ça, oui. Ah, j'ai besoin d'un chargé de projet, justement. Ben, j'ai fait de la chasse de tête, tu veux, je peux prendre ton chargé de projet. OK. Fait que là, prends le chargé de projet, tout ça, puis je tombe malade. Okay. En même temps, pogne une bactérie, ça que j'ai pris sûrement au Maroc quand j'étais allé en vacances et tout ça. Je maigris. Là, tu sais, je pèse peut-être 190 livres. Là, à ce moment-là, j'étais à comme 145 livres. Okay. Genre, je suis maigre, tu sais, j'ai de la misère, j'ai pas d'énergie, je sais pas ce que j'ai. Finalement, ça dure 1 an. OK. Écoute, je vomissais 2 fois par jour. Mais ouais, attends. Sans arrêt. C'était terrible. Là, mais tu sais, pas mon start-up en même temps, on va te dire, c'est quelque chose. Là. Plus un bébé de il n'y a pas 1 an encore, qui dort pas la nuit, etc. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tout le stress qui vient avec ça. Puis là, tu sais, je provide pas encore. Tu sais, j'ai pas amené de stabilité à ma famille, j'ai pas fait ma job encore, etc. Fait que là, le stress qui rentre, ça, je suis là. Finalement, il trouve ma bactérie. 3 jours d'antibiotiques ou 10 jours d'antibiotiques, c'est cling, je suis guéri. C'est fucking weird. Anyway, fait que sans rentrer là-dedans, je reviens en santé, tout ça. Puis mon chum Labrec qui vient me voir, il dit Phil, j'ai une idée. Il dit on peut partir un coworking space, mais spécialisé pour tout ce qui est esthétique. OK. Je suis comme, OK. Il dit tu as un WeWork dans le fond, Ouais. mais avec des lavabos. Je suis comme, OK, vu de même. Fait que dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des grands espaces, on les subdivisait par. Ben, on les subdivise encore d'ailleurs, ça roule encore, en petits locaux de 100 pieds carrés, genre, en moyenne. Et on les reloue à des gens de l'esthétique, des coiffeuses, etc., qui fait que eux, ils n'ont pas besoin de mettre de l'argent en amélioration locative, ils n'ont pas besoin de louer quelque chose pendant 10 ans ou 5 ans. C'est au C'est de la location court terme. Court terme, à chaque mois. Fait que super modèle d'affaires. Ça marche au bout. Puis là, ben, avec Alexis, on se dit hey, les deux, on va partir ça. Puis on marche. Puis là, ben, Alexis, un moment donné, je remarque que bon, la croissance est bonne, mais genre, avant qu'il y ait de la job pour nous deux, ça va prendre encore un autre 3, 4, 5 ans. Fait c'est comme, makes no sense que je sois comme avec toi là-dedans. Ça. Fait qu'il dit, ouais, mais reste sur le board, puis garde des parts, puis. Fait que là, je continue à faire ma chasse de tête tranquillement. Mais ça, c'était mon sideline. Fait que la première année de chasse de tête, je fais mon 325 000 de revenus. Mais là, j'ai pas de dépenses. Je suis tout seul dans mon... en fait, j'étais dans la salle de conférence à Alexis, chez DNA Capital, dans son autre business d'investissement immobilier. Fait que j'étais comme dans une petite salle, vraiment start-up. Je faisais mes affaires, puis ça marchait bien. Puis là, ben, c'est là que j'ai rencontré mon partner Nick, qui, lui, est géologue de formation. Il a travaillé dans des grosses firmes d'ingénierie, tout ça. Fait qu'il connaissait tout le monde dans la construction, mais surtout, il connaissait la construction. Okay. Il voyait la différence entre un chargé de projet dans l'industriel ou un chargé de projet
dans le commercial, par exemple. T'sais. Donc là, il dit, écoute, moi, j'étais en développement des affaires toute ma vie. Je connais tout le monde, mais je ne sais pas comment faire de chasse de tête. Ben, je dis, moi, je sais comment faire de la chasse de tête, puis je connais pas trop la construction. Fait que, puis là, ben, build-up, chasse de tête a monté. Puis, ben, on a monté le revenu là, vraiment rapidement avec Nick. Puis là, ben, on part des nouvelles divisions. Puis, tout ça. Fait que là, dans le fond, build-up à la base, là, il est encore dans le même modèle d'affaires. C'est encore de la soumission. Non, ça, c'est je l'ai fermé. Le départ. Ouais, ça, je l'ai fermé parce que là, tout le monde... Comme tu as dit, ça n'avait pas de sens. Fait que là, build-up est 100% chasse de tête pour le domaine de la construction. Exact. Puis là, tu comptes ouvrir des nouvelles divisions. Ben là, on a des nouvelles divisions qui sont ouvertes. Ça fait 7 ans que j'ai démarré Build-Up. Ça fait 5 ans qu'il est 6 ans qu'il est en chasse de tête. Fait que là, construction, qui est notre core business, marche super bien. Construction, immobilier, ingénierie, architecture. Puis là, on a démarré tout ce qui est légal. On démarre des nouvelles style franchise. Puis c'est un peu ça, tu sais, à chaque étape, j'ai appris quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai appris à faire des franchises, j'ai appris à faire du marketing, à faire de la vente. Tu sais, la chasse de tête, c'est beaucoup de la vente, très consultative, mais quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, ben, je pense que garder des employés présentement, c'est très difficile. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais de la difficulté à avoir des piliers, surtout quand tu as un start-up, là, tu sais, d'aller chercher des bons employés. Tu sais, c'est comme tu compétitionnes contre des gros, puis tout ça, fait que c'est dur. Fait que je me suis dit, je vais partir les nouvelles divisions au lieu d'embaucher un employé, que ça me coûte cher de cash flow, puis que je mette beaucoup d'énergie, tout ça. Ben, je vais leur vendre ma recette à quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Donc, je vais prendre un chasseur de tête, exemple, qui vient de chez Randstad ou de n'importe quelle autre entreprise multinationale qui ne peut pas être à son compte, qui est employé. Ouais. Je leur donne 70% des parts. Moi, je garde 30% des parts. Puis à partir de ce moment-là, eux, ils peuvent utiliser mon brand, ils peuvent utiliser toute la recette que j'ai mise en place, puis toute la technologie, parce que, tu sais, chez Trader, je l'ai pas mentionné, mais tu sais, on faisait de l'implantation de CRM, puis etc. pour les concessionnaires automobiles à un certain moment. Fait que toute cette expertise-là, je l'ai ramené là. Fait que, tu sais, on a vraiment un modèle d'affaires qui est slick puis qui marche bien, tu sais. Fait que là, ben, j'amène ces gens-là avec moi. Puis là, ben, mon partner du temps de Bye Bye Bob viennent de se remettre partner avec moi dans la nouvelle division légale et vente marketing là, dans le build-up. Fait que, tu sais, je coupe jamais les ponts avec personne. Même quand ça va pas bien, mais ça veut pas dire que c'est pas un bon humain ou que whatever. C'est juste comme, on était peut-être pas si smart que ça à ce moment-là, mais aujourd'hui, on l'est plus. Puis c'est correct. Puis des fois, c'est juste des circonstances ou whatever, ou des compétiteurs, comme tu l'as dit. Puis pour terminer ensemble, je sais que c'est une question qu'il y a des gens qui vont avoir suivant le podcast. Moi, je l'avais dans le passé, mais là, tu sais, chasseur de tête, est-ce qu'on peut donner un descriptif assez simple à ce tu sais, je veux dire, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on voit un petit peu plus maintenant. J'ai vu plus de films spécialisés chasseurs de tête. Avec la COVID, je n'ai vu Division Santé et compagnie, etc. Comment est-ce qu'on peut décrire un chasseur de tête? Chasseur de tête, là, c'est quelqu'un... Parce qu'il y a plus des recruteurs qui font du placement de personnel. Eux, en réalité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre une annonce sur des job posts, des job boards, c'est-à-dire. Puis, ils vont recevoir des candidatures, puis ils vont présenter les meilleures candidatures aux clients. Un chasseur de tête, c'est vraiment quelqu'un qui va approcher des bons professionnels directement, soit sur LinkedIn ou via leur réseau de contact. Parfait. Fait que c'est quelqu'un qui comprend la job, c'est quelqu'un qui comprend le poste, qui va arriver. Moi, quand je prends un mandat, là, on challenge l'organigramme du client, on s'assure que, OK, si tu me donnes ce mandat-là, je t'amène la bonne personne. Parce qu'il n'y a rien de pire que de promettre quelque chose à un candidat. Finalement, il bouge, lâche sa job, crée de l'incertitude dans sa vie, dans sa famille, puis après ça, il arrive là. Ah, finalement, c'était pas vraiment ça. C'est ça, c'est au lieu d'être un recrutement où tu as des candidatures de gens qui recherchent un emploi, toi, tu t'en vas piger chez quelqu'un qui a déjà une job. Oui, tout le temps. C'est ça. 98% du temps, ils ont déjà une job. Mais ils veulent, tu sais, sur 100 personnes que je vais approcher, il y en a peut-être 3 qui vont être intéressés à me parler. Il y en a 97 qui sont heureux, qui ne veulent pas bouger. Ouais. Fine. Mais moi, j'arrive avec dans un timing souvent de vie où est-ce que la personne n'est pas heureuse pour une raison ou une autre dans son emploi. Puis là, elle est intéressée à regarder, à bouger. Fait que, souvent, nous, la différence entre chasseurs de tête, c'est qu'on est capable d'aller chercher des piliers qui vont rentrer la première journée dans ton bureau puis qui vont être un pilier. Là. Je comprends. Day one. C'est pas quelqu'un que tu vas former pendant comme 3 ans avant qu'il devienne. Fait que vous recherchez des big shots. Ben, oui. Dans le nom, on le sait, mais je veux dire, je voulais quand même avoir le descriptif un peu plus. Fait que c'est vraiment pas quelqu'un que tu vas devoir former. Puis je veux dire, il peut avoir de la formation un peu parce que ça reste un nouvel emploi, mais en général,
c'est quelqu'un de formé dans son secteur qui arrive puis qui est déjà top shot pour le poste. Exact. Puis c'est important de le dire parce qu'il y a des placeux que j'appelle là, qui sont, honnêtement, qui sont pas bons. Puis ils font juste comme... C'est du placement de personnel. Puis c'est complètement différent. C'est une autre... Puis c'est plate parce que ça donne une mauvaise réputation un peu à ce qu'on fait. Mais un vrai bon chasseur de tête connaît son marché, connaît les opportunités, puis peut comprendre rapidement le bon match entre deux personnes. Parce que le match technique est facile à voir. Tu le vois dans le CV. Bon, il a fait ça pendant 10 ans, il doit être capable de le faire. Là. Mais le fit de personnalité, être capable de dire toi, tu fit dans tel type de business. Fait que je te dirais que c'est ça la différence. Très cool. Philippe, un gros merci d'avoir été sur le podcast. Merci ça a à été toi, vraiment c'était un super plaisir. apprécié. Puis je trouve ça cool de ton parcours complètement atypique du jeune qui habituellement... Tu as été dans l'inverse de ce qu'on fait habituellement, où est-ce que les jeunes ne réussissent pas puis travaillent à réussir. Et toi, tu as réussi très jeune, tu as vécu l'échec plusieurs fois même pour finalement t'en sortir plus que bien, je pense, présentement. Ça va bien, là. Là, t'as je dit... suis une bonne lancée, là. T'as dit plus qu'un garçon. T'as 2 gars, c'est ça? 2 gars. Fait que papa en plus. Ouais, écoute, la vie, je suis vraiment chanceux. J'adore ça. Vraiment. Fait que je te souhaite le plus grand des succès pour continuer. Puis merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast pas ordinaire. Merci, guys.